Bonjour, bienvenue à cette Web Actu d'octobre 2022. Alors, Web Actu placée sous le signe du pouvoir d'achat. Pendant l'été, pendant que certains étaient en congé, la plupart d'entre nous d'ailleurs, le 16 août ont été votées deux lois. Une première qu'on appelle tous la loi pouvoir d'achat, une seconde qui est la loi de finances rectificative 2022. On va les regarder successivement sous l'angle du pouvoir d'achat, en fait, et mettre en évidence les sommes que les entreprises peuvent verser pour éventuellement redonner du pouvoir d'achat aux salariés. Alors, la première loi, la fameuse loi pouvoir d'achat, il y a un dispositif qui effectivement doit être vu en priorité parce que c'est celui dont tout le monde parle, c'est la nouvelle prime de partage de la valeur. Alors, si je vous dis prime de partage de la valeur, ça vous dit peut-être rien, encore que vous êtes des initiés, mais si je vous dis PEPA ou prime Macron, évidemment, ça vous dit quelque chose. Donc, nous, on va mettre en évidence les différences entre ce qui peut ressembler à la PEPA et qui est la nouvelle prime pouvoir d'achat. Alors déjà, la première grosse différence, c'est que la prime PEPA, ça voulait dire prime exceptionnelle pouvoir d'achat. Et dans le terme d'exceptionnel, effectivement, on était sur des dispositifs temporaires, hein, alors que la prime de partage de la valeur est un dispositif pérenne qui est entré en vigueur en juillet 2022. Malgré une loi d'août 2022, elle a un effet au 1er juillet 2022. Et donc, depuis le 1er juillet 2022, les entreprises peuvent verser cette prime pouvoir d'achat et les entreprises pourront la verser en 2023, 2024, 2025, ainsi de suite. Simplement, les régimes fiscaux et sociaux vont un peu évoluer. Donc, on va étudier ça progressivement. Alors, concernant cette prime pouvoir d'achat, qui sont les bénéficiaires? Ben, c'est les salariés. Voilà, ce sont les salariés, au sens contrat de travail du terme. Voilà, donc le périmètre, c'est assez simple, si j'ose dire. Il faut être salarié, présent au moment soit de la signature de l'accord, soit de la date de versement de la prime. C'est l'accord qui instaure la prime. On verra les modalités de signature de l'accord tout à l'heure, hein. C'est l'accord qui fixe la date à laquelle le salarié présent peut bénéficier de la prime, donc soit la date de signature de l'accord, soit la date de versement de la prime. Voilà, ça c'est pour le périmètre. Voilà. Ça c'est sur le périmètre des bénéficiaires. Ensuite, on va regarder aussi le montant. Le montant de la prime, etc. Mais sur le périmètre, voilà, c'est, on va dire, tous les salariés. Cependant, par accord, vous pouvez décider d'exclure certains salariés et ce n'est pas une obligation. Ça n'a d'ailleurs jamais été trop une obligation, mais ce n'est pas une obligation d'exclure certains salariés avec une certaine rémunération. Vous vous souvenez de la prime exceptionnelle pouvoir d'achat en été? Oui, mais les salariés qui ont plus de 3 SMIC, ils n'y ont pas droit. Ce n'est pas tout à fait vrai, c'est simplement que la somme n'était pas exonérée. Et là, effectivement, on est sur la possibilité, encore une fois, de réserver la prime à certains salariés pour les rémunérations les moins élevées, pourquoi pas, mais ce n'est pas une obligation. Et donc, on va revenir sur la différence fondamentale de régime social, donc d'exonération, et de régime fiscal, donc d'exonération d'impôt, de cette prime. Donc, la mise en place, c'est soit un accord d'entreprise, alors je passe vite sur ça, hein. On a pas mal de choses à voir, donc il reste 3 quarts d'heure, je vais essayer de respecter le timing, ça va changer un peu. La mise en place, donc accord d'entreprise, reprenez les modalités de conclusion de l'accord d'intéressement, hein, ou décision unilatérale de l'employeur. Cependant, si vous avez un CSE, vous devez le consulter préalablement, passez pas en force par décision unilatérale sans consulter préalablement le CSE. Mise en place évidemment facultative, je l'ai resignalé, mais je crois l'avoir dit en creux dans les développements précédents, il n'y a aucune obligation de verser la prime au pouvoir d'achat, hein. Donc, par rapport au montant, vous pouvez parfaitement décider de verser le même prime à tout le monde de façon uniforme. Si la décision de mettre en place cette prime pouvoir d'achat est prise, l'accord peut parfaitement prévoir un montant uniforme pour tout le monde. C'est souvent pas dans la tendance de ce qui est décidé. On a souvent des modulations. Et par rapport aux modulations qui sont prévues sur cette prime pouvoir d'achat, il y a une différence par rapport à celles aux modulations qui avaient pu être prévues dans la PEPA, si on veut toujours faire la comparaison. C'est l'ancienneté dans l'entreprise, hein, qui peut être prise en compte dans un critère de modulation. Alors, je ne sais pas que je veuille le mettre en avant
plus particulièrement, c'est simplement parce que c'est un critère qui n'existait pas dans les modulations possibles au titre de la PEPA et que si on veut continuer à dire ben, c'est pareil que la PEPA, ben, moi je suis là pour dire ben, pas tout à fait. Et donc je mets en évidence les différences. Donc, modulation en fonction de la rémunération. Oui. Oui, souvent d'ailleurs, modulation qui est plus tu gagnes, moins tu auras. Hein, donc, c'est une modulation dégressive en fonction de l'augmentation de la rémunération. Modulation en fonction de la classification. Oui. Modulation en fonction de la durée de présence au cours de l'année écoulée. Oui. Et même de la durée de travail. Temps partiel, temps plein, on n'a pas le même montant. Et la fameuse nouvelle modulation en fonction de l'ancienneté dans l'entreprise. Ceux qui sont là depuis 15 ans auront peut-être plus que ceux qui sont là depuis 2 ans. Bon, pourquoi pas? Ce n'est pas une fois de plus une obligation, hein, les critères de modulation. C'est des possibilités qui sont ouvertes. Alors après, je vous laisse vous référer au texte. Hein. Pardon, décidément. J'aurais vraiment besoin du verre d'eau dont Sylvie a parlé au début. Hein. Donc, possibilité de moduler le montant de la prime selon plusieurs critères que vous avez ici, que je ne détaille pas davantage et je en suis désolée. Possibilité de verser la prime en plusieurs fois dans l'année. Alors, pas 50 fois non plus, même pas 12 fois, mais 4 fois maximum. Pardon, ça sera fait, ça y est. Donc, 4 fois maximum, une fois par trimestre maximum. Alors, vous pouvez parfaitement la verser en une fois, parfaitement la verser en 2 fois, en 3 fois. Je ne vais pas faire Jeff Tuche pendant longtemps. Hein. Donc, mais en 4 fois maximum, c'est ce qui est en tout cas prévu par les textes. Lorsque vous la versez, je ne peux pas m'empêcher de parler du bulletin. Lorsque vous la versez, elle doit apparaître sur le bulletin. C'est une obligation. Je sais, on va le voir, elle est exonérée. Je sais, il n'y aura pas de cotisation, il n'y aura pas de CSG, il n'y aura pas d'impôt en général. Et pourtant, elle doit apparaître sur le bulletin tout simplement parce qu'elle doit transiter dans la DSN. Alors, pour ceux qui écoutent, je pense que vous savez ce que c'est la DSN. Et donc, l'idéal, et de toute façon, ça a été précisé par une fiche pratique d'août 2022, l'idéal pour que ça arrive dans la DSN, il faut quand même que ça passe dans le bulletin. Hein. Donc, en tout cas, c'est une obligation. Elle doit apparaître dans le bulletin, même si elle est exonérée. Alors, arrive le montant. Et là, on est sur des montants qui sont nettement supérieurs au montant qu'on pouvait avoir sur la prime exceptionnelle pouvoir d'achat. On est sur une prime exonérée par an dans la limite de 3 000 euros par bénéficiaire. Alors, vous n'êtes pas obligé de donner 3 000 euros. On s'entend bien. Hein. C'est le montant maximum d'exonération de la prime. Et vous voyez écrit immédiatement en dessous 6 000. Alors oui, c'est lorsque l'entreprise est couverte par un accord d'intéressement en vigueur à la date de signature de l'accord mettant en place la prime au pouvoir d'achat, ou décide de mettre en place un accord d'intéressement sur l'année, sur l'exercice au cours duquel la prime au pouvoir d'achat va être versée. Alors je parle d'accord d'intéressement, faisons simple, si vous êtes une entreprise qui n'a pas l'obligation de mettre en place la participation. Ça marche aussi pour un accord de participation que vous mettriez en place. Donc, je fais court. Hein. Toutes les entreprises, accord d'intéressement, OK. Pour les entreprises de moins de 50, vous savez que la participation n'est pas obligatoire. Si vous décidez de mettre en place un accord de participation plutôt que d'intéressement, ça marche aussi. Qu'est-ce qui marche, c'est que la somme que vous allez verser au titre de la prime au pouvoir d'achat sera exonérée dans les limites des montants que vous avez à l'écran, sachant que vous n'avez pas d'obligation de mettre en place d'intéressement de participation, évidemment, pour les ESAT, pour les EPIC, les EPA, etc., puisque par définition, vous ne pouvez pas. Voilà, donc on est sur des exonérations somme toute, c'est le cas de le dire, élevé. Et donc exonéré de quoi? Alors, je rentre dans le détail un petit peu. On a l'exonération qui est en vigueur aujourd'hui et qui va être en vigueur jusqu'au 31 décembre 2023, jusqu'à la fin de l'année prochaine. Cette exonération est totale pour les salariés dont la rémunération n'excède pas 3 SMIC. Je fais une pause parce que 3 SMIC, ça rappelle des souvenirs à pas mal de gens, à pas mal d'entre vous. C'était la limite d'exonération générale pour la prime exceptionnelle pouvoir d'achat. Je vous l'avais dit qu'on allait comparer. Hein, donc, pour les salariés dont la rémunération n'excède pas 3 SMIC, vous avez une exonération totale. Donc, c'est la fameuse somme qui est exonérée et qui est net. Pas de CSG, pas de cotise, pas d'impôt, même pas de forfait social si vous y êtes soumis, etc. Bon.
J'arrive pour toujours l'année 2022-2023 aux salariés qui en bénéficieraient. Vous savez qu'ils peuvent ne pas être exclus, bien sûr, les salariés qui en bénéficieraient dont la rémunération est supérieure à 3 SMIC. Là, on est sur une exonération de cotisations sociales et cotisations dont l'assiette, enfin, dont le traitement est identique. Vous savez, la participation, etc. Enfin, l'effort construction, la formation, voilà. C'est souvent les traitements qui sont identiques. Par contre, pour les salariés dont la rémunération excède 3 SMIC, la prime va être traitée, alors là, pour le coup, obligatoirement sur le bulletin, hein, pour les autres aussi, mais là, il y a un vrai traitement social et fiscal, plus particulièrement fiscal, puisqu'on a un assujettissement à l'impôt de la somme. Donc, le salarié va percevoir la somme, il n'aura pas payé de cotisation, l'employeur non plus. En revanche, elle va rentrer dans l'assiette de l'impôt du salarié. Il va y avoir un assujettissement à la CSG, donc le salarié va être prélevé de la CSG sur cette somme. Et pour l'entreprise, vu que vous êtes sur une somme qui est exonérée de cotisation et assujettie à la CSG, vous connaissez, la conséquence, c'est le forfait social, en tout cas pour les entreprises de plus de 250 salariés, forfait social à 20%. Alors, ça vous rappelle un truc, c'est normal, ça vous rappelle l'intéressement. Ben ouais, effectivement, c'est le même régime que l'intéressement ou la participation perçue, assujetti à l'impôt, assujetti à CSG, assujetti au forfait social pour les entreprises de plus de 250. Voilà. Donc, si vous voulez faire un parallèle avec quelque chose que vous connaissez déjà, ben effectivement, on est sur le même régime social et fiscal que l'intéressement. Et d'ailleurs, ce régime, essayez de l'avoir en tête parce que c'est le régime qui sera le régime pérenne à partir du 1er janvier 2024. Les diapos d'avant, c'était juillet 2022, décembre 2023. À partir de janvier 2024, je vous l'ai dit, cette prime étant pérenne, on a un régime social et fiscal qui va être en vigueur. Et ce régime social et fiscal, en gros, à partir de 2024, c'est le régime applicable aujourd'hui aux salariés dont la rémunération excède 3 SMIC, et donc, en gros, le régime de l'intéressement, hein, ou de la participation perçue, ou de l'intéressement perçu, si vous préférez. Donc, pas de cotise, et taxes et cotisations afférentes, enfin, dont le calcul est identique. Par contre, impôt, CSG, forfait social. En tout cas, pour ceux qui sont soumis au forfait social, forfait social de 20% pour les plus de 250 salariés. Voilà. Je fais vite, hein, mais j'aurai des questions sans doute après. On rentrera dans le détail. La volonté, c'est pas de rentrer dans le détail. On n'aura évidemment pas le temps parce que ça n'a pas été la seule idée pour permettre aux salariés d'avoir du pouvoir d'achat en plus. Alors, il y avait de l'argent qui dormait sur des plans épargne et on s'est dit, mais pourquoi ne pas laisser cet argent disponible? Alors, vous savez que l'épargne salariale est bloquée, 5 ans, voire plus si affinité, ça dépend des supports d'épargne, et ces sommes ne peuvent être débloquées qu'en cas de déblocage anticipé. En gros, on vous recommande de vous marier ou d'acheter une baraque. Voilà. Vous connaissez sans doute les cas de déblocage anticipé, on ne va pas les revoir, ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est qu'aujourd'hui, vous avez un cas, entre guillemets, de déblocage exceptionnel qui, donc, est utilisable jusqu'à la fin de l'année, jusqu'au 31 décembre 2022. Le salarié qui le souhaite peut débloquer jusqu'à 10 000 euros, on va y revenir sur ça, peut débloquer jusqu'à 10 000 euros de sommes qui sont bloquées sur des plans épargne entreprise. Je fais court, hein. Je fais court. Bon. Alors, en quoi c'est important pour vous? Parce que vous allez vous dire, oui, par vous à titre personnel, mais sinon vous allez vous dire, et alors, j'ai mis J-10. Normalement, l'employeur est supposé informer les salariés de cette possibilité de déblocage. Et cette information doit avoir été faite dans les 2 mois de la promulgation de la loi, sachant que, rappelez-vous, la loi était parue au JO le 17 août, hein, c'est une loi du 16 août, parution 17, et les 2 mois, 3 mois plutôt, pardon, on est donc à une information qui doit être faite par l'employeur auprès des salariés avant le 17 octobre. Alors, vous pouvez voir écrit sur certains ouvrages le 16 octobre ou plus tard. Oui, c'est pareil, hein, avant le 17 ou le 16 ou plus tard, ça revient au même. J'ai mis J-10 si on compte aujourd'hui. Enfin, peu importe, on ne va pas jouer sur les mots. En tout cas, normalement, l'employeur doit informer les salariés qu'ils ont la possibilité de demander le déblocage de sommes qui sont épargnées sur le plan épargne entreprise dans la limite de 10 000 euros. Alors, petite précision, un seul déblocage
je ne vais pas débloquer 2000 ans, puis tiens, il me manque un petit bout, j'aimerais bien prendre 3000 de plus, ça ne marchera pas. C'est un seul déblocage et 10 000 euros maxi, même si le salarié a plusieurs plans épargne entreprise dans plusieurs entreprises, ça sera 10 000 euros par salarié, en tout cas par personne physique. C'est 10 000 euros net après prélèvement après prélèvement des prélèvements sociaux. Et ces 10 000 euros peuvent aussi, comment dire, être composés de plus-values sur les sommes qui avaient été épargnées. Ce n'est pas 10 000 euros de sommes épargnées par le salarié, c'est 10 000 euros qui ont pu faire des petits. Hein. Bon. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'important? Oui, ces 10 000 euros, il y a deux choses importantes. S'ils sont sur le plan depuis le dernier versement d'intéressement de participation 2022, c'est râpé. C'est râpé. Parce qu'en fait, il faut que les sommes dont le salarié va demander le déblocage soient épargnées depuis avant le 1er janvier 2022. Donc là, ça c'est important, c'est pour ça que je fais des pauses vocales, vous voyez. Si la somme a été épargnée là, lors des derniers versements, ça ne marche pas. On ne peut pas mettre et reprendre de suite, en gros. Il faut que ce soit des sommes qui avaient été épargnées avant le 1er janvier 2022, sur un plan épargne. Deuxième précision, les sommes qui sont sur les plans épargne retraite. Alors, tout le monde appelle ça encore les PERCO. Bon, il se trouve que depuis la loi Pacte, on appelle ça normalement les PERICO. Bon, bref. Ce qui est sur des plans épargne retraite n'est pas débloquable. De la même manière que certains comptes courants bloqués particuliers, ou en tout cas des comptes courants bloqués dans des fonds investis au profit d'entreprises, enfin, dont la somme va au profit d'entreprises solidaires. Bon, bref, vous avez quelques particularités. Alors, je me tiens à votre dispo pour vous transmettre les documentations le cas échéant. Le sujet n'est pas de rentrer dans le détail, c'est de dire simplement que normalement, vous devriez informer vos salariés qu'ils ont de l'épargne disponible, en tout cas jusqu'au 31 décembre 2022. Épargne quand même importante, 10 000 euros. 10 000 euros qui peuvent être débloqués en une seule fois, c'est le maxi, hein, on peut tout à fait débloquer 400 euros. Hein, en une seule fois, à condition que la somme soit sur un plan épargne entreprise et que la somme ait été épargnée avant le 1er janvier 2022. Il me semble que j'oublie un truc important. Il me semble que j'oublie un truc important. Oui, c'est ça. C'est la première ligne de ma diapo. Cet argent, le salarié ne va pas le prendre pour le mettre à la caisse d'épargne. Alors, j'arrive contre la caisse d'épargne. En tout cas, l'idée, c'est pas qu'il prenne l'argent pour l'épargner à nouveau. L'idée, c'est de relancer le pouvoir d'achat et donc cet argent doit être utilisé dans l'achat de biens ou de fournitures ou de prestations de services. En tout cas, cet argent doit être utilisé pour être consommé. Alors vous allez me dire, on ne va pas mettre un agent du fisc derrière chaque salarié. Ah non, effectivement. Donc, lors du déblocage, le salarié n'aura rien à justifier. Il ne va pas dire c'est pour refaire la terrasse. En revanche, il doit tenir à disposition des agents de contrôle fiscaux les factures qui auraient été les factures payées, dire, ou les dépenses en tout cas, payées grâce à ce déblocage-là. Je ne sais pas si c'est clair. Ça veut dire que les sommes sont là pour augmenter le pouvoir d'achat des personnes qui les débloquent. L'idée, c'est de ne pas avoir un transfert d'argent du plan épargne vers un autre mode d'épargne ou de l'investissement. L'idée, c'est la consommation. Donc, c'est ce que j'ai failli oublier de préciser. Donc, en effet, lors du déblocage, aucun justificatif ne sera demandé. En revanche, les justificatifs des factures devront être tenus à disposition pendant 3 ans, qui est le délai, de contrôle fiscal. Voilà. Puisqu'on a une exonération, notamment fiscale, une exonération fiscale de déblocage des sommes. Bon. J'espère que c'est à peu près clair. Ça, donc après la prime pouvoir d'achat, on a la possibilité pour le salarié de débloquer des sommes sur son épargne salariale. Concernant justement l'épargne salariale et plus particulièrement l'intéressement, vous savez que les différents gouvernements n'ont de cesse de vouloir développer la mise en place de l'intéressement dans les entreprises et après plusieurs idées, une des idées c'est de simplifier la mise en place. Donc ici vous avez une nouvelle modalité
de mise en place de l'intéressement pour les entreprises de moins de 50 salariés, c'est la décision unilatérale. Donc, du coup, un intéressement, d'habitude, c'est un accord. Vous avez la possibilité de mettre en place l'intéressement par décision unilatérale pour les entreprises de moins de 50, à condition, c'est sur ça que je veux insister un peu, à condition que l'entreprise ne soit pas déjà couverte par un accord d'intéressement de branche. En gros, vous ouvrez votre convention collective, vous regardez si déjà au niveau de la branche, il n'y a pas de négociation d'accord d'intéressement qu'on appelle d'accès direct. J'ai mis prêt à l'emploi, c'est pas très joli. Si tel est le cas, l'entreprise doit nécessairement passer par ces accords de branche, on va dire. Sinon, elle peut effectivement mettre en place un intéressement par décision unilatérale. Voilà, je ne m'attarde pas plus que ça. Si vous êtes dans une démarche de mise en place de l'intéressement, je pense que vous avez déjà réfléchi, puis on est là pour vous accompagner sur les mises en place de l'intéressement dans les modalités pratiques. Euh, Concernant cet intéressement, il y a des aménagements qui ont été faits. La durée d'un accord, normalement, c'était 3 ans maximum. Cette durée d'accord a été portée à 5 ans. Vous savez que l'intéressement est tacitement reconductible à condition de le prévoir, ben, du coup, soit dans l'accord, soit dans l'ADU, la possibilité de reconduction tacite. Les procédures de dépôt ont été assouplies et surtout, la grande nouveauté, c'est que vous avez des modèles d'accords d'intéressement sur le site monintéressement.ursaf. Alors, on dirait que je fais la pub, on dirait que je fais une réclame des années 60. En fait, pas du tout. Hein. Je vous dis que vous avez effectivement en ligne sur monintéressement.ursaf des modèles. Alors, ça reste quand même très général. Hein. Vous ne pouvez pas, au travers de ces modèles, c'est pas une critique, parce qu'on va faire un gronder, mais prévoir des choses extrêmement originales. Hein. Mais en tout cas, ça a le mérite d'exister, de simplifier la mise en place. Et donc, vous pouvez aller regarder du côté de monintéressement.fr, vous verrez, ça vous permet de générer un accord, en tout cas plutôt même, on dirait une DU, hein, finalement, une décision unilatérale de façon très simple. Voilà. Donc, l'idée, faire simple pour raccourcir, c'est que le gouvernement, on va faire simple, a la volonté de développer l'intéressement au maximum en mettant en place en décidant de la mise en place de plus en plus simple de ces accords d'intéressement et en prévoyant d'ores et déjà des durées de plus en plus longues d'accords d'intéressement. Loi de finances rectificative, même date, hein, comme ça c'est simple, même date, 16 août 2022. Alors, comment avoir de l'argent? Ben, le temps, c'est de l'argent. Effectivement, tout ce temps que le salarié pourrait prendre en RTT, alors évidemment, vous allez me dire, mais nous, on n'a pas les RTT. Bon, ben, vous pouvez boire un café, effectivement, parce qu'il s'agit bien de RTT. Il s'agit bien de jours que le salarié épargne par du temps de travail en plus. Vous savez, ces dispositifs de réduction du temps de travail qui avaient été mis en place en 2000, ça ne nous rajeunit pas, puisque à l'époque, je faisais déjà des accords. Donc, ça veut dire que je travaillais déjà depuis un certain temps. Les accords qui mettaient en place, et qui existent encore, la mise en place de jours de réduction du temps de travail, l'idée étant de ne pas travailler plus de 35 heures par des modalités d'aménagement qui peuvent être, et donc on y arrive, je travaille plus, 39 par exemple, et j'ai un certain nombre de jours de RTT qui se créditent par mon travail en plus. Bon. Ces jours de RTT peuvent être débloqués. Alors, si on veut utiliser un mot savant, monétisés. C'est-à-dire, peuvent être payés au lieu d'être pris en repos. Donc, le salarié peut en faire la demande. Attention, attention. Il faut que l'employeur lui donne son accord. C'est-à-dire que le salarié ne peut pas décider de voir ses RTT payés si son employeur n'est pas d'accord. Je sais, fait court, il faut l'accord des deux parties. Alors, ça reste une demande du salarié et l'accord de l'employeur. Je reprends, c'est pas l'employeur qui peut imposer au salarié de prendre de l'argent au lieu du temps. Donc la demande émane bien du salarié, il faut l'accord de l'employeur. Donc en fait, on a un accord des deux parties, mais on n'est pas sur un employeur qui impose au salarié
de renoncer aux jours de RTT en se les voyant payés. Bon. Alors, il n'y a pas de formalisme imposé par la loi. Par contre, au regard de ce que je viens de dire, il faut que le salarié demande et que l'employeur accepte. Bon. C'est bien quand même, c'est bien quand même quand les choses sont écrites. Voilà. C'est-à-dire que, on va le voir, ces sommes vont être payées. Donc, il va y avoir de l'argent. Il va y avoir des sommes qui vont être versées. Et ces sommes vont bénéficier d'un régime de faveur. Et puisqu'ils vont bénéficier d'un régime de faveur en termes d'exonération, vous comprenez bien qu'il risque d'y avoir des contrôles. Et à mon sens, c'est quand même bien mieux quand vous pouvez prouver que les choses ont été faites dans les règles de ce qui a été demandé, c'est-à-dire le salarié le demande, l'employeur accepte, etc. Voilà. Donc, je vous conseille vivement d'avoir une demande avec un accord et donc un formalisme, même si le formalisme n'est officiellement pas imposé par la loi, d'avoir un formalisme pour pouvoir justifier du respect de le salarié a demandé, l'employeur a accepté. Voilà. Alors, de quoi il s'agit? Il s'agit des jours de RTT acquis depuis le 1er janvier 2022. Donc, des jours de RTT acquis depuis le 1er janvier de cette année. Et, alors, jusqu'à quand? Alors, jusqu'au RTT acquis jusqu'au 31 décembre 2025. Donc, je ne me suis pas trompée dans les dates. Hein. On est bien sur une période qui couvre les RTT qui vont être acquises, enfin, qui ont été acquises depuis le 1er janvier 2022 et qui vont continuer à être acquises jusqu'au 31 décembre 2025. Ce qui veut dire que le dispositif, finalement, ne s'arrêtera pas au 31 décembre 2025 au soir, entre le chapeau pointu et les cotillons. En fait, non, puisque les RTT acquises jusqu'au 31 décembre 2025 vont pouvoir être monétisées. Il y a fort à parier, on aura quand même le temps de se revoir d'ici là, j'espère. Il y a fort à parier que les RTT acquises en décembre 2025 vont pouvoir être monétisées sur l'année 2026. Ça fait bizarre de parler d'années aussi lointaines, mais c'est ainsi. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il se passe? Le salarié demande la monétisation. En fait, je l'ai redit en introduction, c'est pour que vous compreniez bien que ces RTT, là, c'est que le salarié a travaillé plus à un moment donné. Il n'a pas les RTT parce qu'il est beau. Il a des RTT parce qu'en fait, il a fait des heures en plus. Il a le droit d'être beau aussi, hein, d'ailleurs. Il a fait des heures en plus et ces heures en plus ont ouvert droit à des jours de repos. Une heure de travail en plus égale en principe une heure de RTT. 7 heures de travail en plus égale un jour de RTT. Bon, très bien. Sauf que, donc en principe, hein, quand il prend les RTT, il a acquis 7 heures, il prend un jour. Il n'y a pas de majoration. Alors que là, dans la monétisation, on a une majoration du paiement. Donc, pour un jour de RTT, donc 7 heures, la somme qui va être versée au salarié est l'équivalent en euros de 7 heures majorées au taux de majoration de l'heure supplémentaire. Alors, je ne vais pas refaire toute l'histoire du taux de majoration des heures sup, mais à défaut d'accord collectif, l'heure supplémentaire, la première heure supplémentaire est majorée à 25%, sachant que les heures supplémentaires peuvent être majorées à moins, sachant que le taux minimum est de 10% de majoration, si vous avez un accord collectif qui prévoit un taux de majoration moindre que 25%. Je reprends. Vous êtes dans une entreprise qui n'a pas d'accord collectif concernant les taux de majoration dérogatoires des heures supplémentaires. Vous payez un jour de RTT à votre salarié, vous allez payer 7 heures au taux horaire majoré de 25%. Ça, c'est le montant du salaire qu'il aura en plus au titre de la monétisation de son jour de RTT. Cette somme va passer sur le bulletin comme une heure supplémentaire. Et vous savez que les heures supplémentaires bénéficient d'un régime social et fiscal de faveur, maintenant depuis 2019 de mémoire, qui sont, ce régime social et fiscal de faveur, une réduction de cotisation salariale, en gros votre 11,31% côté salarial de réduction de cotisation sur les heures supplémentaires, un non-assujettissement à l'impôt du montant de l'heure supplémentaire perçu, du montant imposable de l'heure supplémentaire exonéré, donc du coup il n'est pas imposable par définition, et le cas échéant, d'une
déduction forfaitaire patronale de 1,50 € par heure supplémentaire pour les entreprises de moins de 20. Et là, on s'attendait à ce que, alors, je fais des zooms, mais a été prévue la remise en place de l'exonération patronale forfaitaire, enfin de la déduction forfaitaire patronale pour les entreprises de plus de 20 jusqu'à 250 salariés, jusqu'à 249, a été remis en place cette déduction forfaitaire de 50 centimes d'euros. Et on pouvait s'attendre à ce qu'elle s'applique à la monétisation de RTT. Pas du tout. Alors, pourquoi faire simple? Donc, note d'actualité, sur le site de l'URSSAF, vous pouvez la trouver. Note d'actualité, l'URSSAF vous dit, attention, 1,50 € par heure de RTT payé, OK pour les moins de 20, 50 centimes par heure de RTT payé pour les plus de 20 et moins de 250, pas du tout. Donc, juste, c'est une remarque que j'ai mis en rouge parce que c'est un peu nouveau. Ça a pu passer en dessous des radars si vous ne regardez pas le site de l'URSSAF tous les jours. Enfin bon, franchement, vous devriez. Donc voilà. Monétisation des RTT, c'est le salarié qui demande à ce que, au lieu d'avoir du repos, il ait de l'argent. Donc on est bien sur une démarche d'augmentation du pouvoir d'achat. Ces sommes-là vont être majorées alors que la prise de RTT ne l'est pas hein, dans le nombre. Voilà. Justement, concernant ces heures supplémentaires, ou ces jours de RTT, si vous préférez, ou les heures supplémentaires que le salarié ferait de façon récurrente, donc on appelle structurelle, ou de façon exceptionnelle, ces heures sup sont exonérées d'impôts. On l'a redit il y a 30 secondes. La défiscalisation était jusqu'à 5 000 € net. Alors, je mets les guillemets net parce qu'en paye, on ne sait jamais trop bien ce que ça veut dire le net, mais enfin, net imposable en tout cas. Ce seuil d'exonération fiscale a été relevé. Donc, le montant des heures supplémentaires, ou des RTT monétisées, si ça vous fait plaisir, a été porté à 7 500 € pour les heures réalisées depuis le 1er janvier 2022. Alors, bon courage, on paye, hein, enfin, on paye, pour certains. Donc, si vous étiez déjà à plus de 5 000 € avant l'entrée en vigueur de la loi, vous aviez donc déjà des heures qui n'étaient plus exonérées d'impôts, eh bien, il va falloir régulariser, puisque maintenant, le seuil a été relevé de façon rétroactive. Bref, donc il y a quelques problèmes techniques qui font que un accompagnement par externat est pas mal quand même, parce que parfois on se retrouve avec des situations un peu ubuesques. Bon, bref. Donc, le seuil d'exonération, c'est 7 500 au lieu de 5 000. Vous savez bien que les sommes sont payées en brut et que nous, on aime bien raisonner en brut. Ça correspond, 7 500, à 8 037 € de montant d'heures supplémentaires ou de RTT monétisées brut. Voilà. Donc ça, c'est le relèvement du seuil d'exonération fiscale. Hein. Fiscale. Bon. Alors, je vais essayer d'être ultra simple sur un sujet qui, a priori, ne l'est pas. Dans la loi de finances rectificative, ils ont modifié les plafonds d'exonération des sommes que vous pouvez verser au titre des frais de transport domicile-travail. Donc, on n'est pas sur le salarié qui part en déplacement professionnel. Hein. On est sur le salarié qui vient au boulot tous les jours. Alors, si déjà vous faites rien, vous faites sans doute déjà quelque chose, puisque vous avez une obligation, si tant est que vous soyez couverte par un transport en commun, vous avez une obligation de prise en charge de l'abonnement au transport en commun. C'est de ça dont on parle, par exemple. Mais certaines entreprises peuvent déjà avoir mis en place des forfaits mobilité durable, ou des forfaits carburant, ou donc, bon. On va essayer de faire simple parce que les dispositifs sont déjà pas simples au départ, mais en plus là maintenant ils se cumulent et les seuils d'exonération sont augmentés. Donc je vais essayer d'être le plus simple possible. Il n'y a aucune obligation pour l'entreprise de prendre en charge les frais de carburant et les frais de transport, au-delà évidemment de l'obligation de rembourser 50% au moins de l'abonnement au transport en commun. Sinon, il n'y a aucune obligation pour l'entreprise de prendre en charge les frais de déplacement domicile-travail. Donc tout ce qu'on va dire est un dispositif facultatif. Sauf que, bon, on voit bien la situation, les frais de déplacement au domicile-travail deviennent de plus en plus chers, voire même de plus en plus rares, visiblement, bon, bref, et on se retrouve avec donc des revendications, sans doute, ou en tout cas des volontés de la part de l'entreprise de participer. La loi de finances rectificative permet de prendre en charge ces frais sur des plafonds d'exonération un peu plus élevés. Alors, déjà, pour faire simple, alors, attendez, je vais aller directement sur une diapo de synthèse en dessin, qui n'est pas de moi, qui est de la revue fiduciaire, donc je préfère rendre à César
ce qui appartient à César, euh, ça sera plus simple de voir une diapo. Alors, avant, vous ne pouviez verser de l'argent pour le carburant, alors carburant ou électricité. Donc, prise en charge des frais de carburant, on était à 200 euros maxi, ça c'était avant. Hein. Et prise en charge des frais d'alimentation véhicule. Bon, alors en gros, le mec, il vient en bagnole. Hein, et sauf soit en bagnole avec de l'essence dedans, soit en bagnole électrique. Bon. Donc, il fallait que le salarié soit contraint d'utiliser son véhicule. Et dans ce cas-là, vous pouviez verser une somme qui était de 200 euros maximum pour des frais de carburant, on va appeler ça fossile, ou maxi 500 euros pour des frais d'alimentation électrique. Par ailleurs et en outre, avant, parce qu'il faut comprendre avant après, avant, vous pouviez aussi prendre en charge des frais qui étaient de déplacement doux, vélo notamment, déplacement alternatif, de mobilité, donc on appelait ça les frais de mobilité durable. Donc vous pouviez verser un forfait de mobilité durable jusqu'à 500 euros qui pouvait éventuellement se cumuler avec les frais d'alimentation de véhicules électriques, bon bref, de 500 euros aussi. Bon. Ça c'est si vous mettiez en place un accord, hein, donc toujours. Hein. Et là, sur les forfaits mobilité durable, vous n'aviez pas de condition, il est obligé de venir en trottinette. Hein, la condition, c'était celle de gauche en rouge. Il est obligé de venir en voiture, il ne peut pas faire autrement. Donc, il utilise un véhicule qui est carburant, donc on ne peut pas lui donner beaucoup parce que c'est carburant, un peu plus parce que c'est électrique. Bon, bref. Sachant juste justement la question, une borne électrique jusqu'au 31 décembre 2022 mise à disposition par l'entreprise à laquelle le salarié se branche le matin il se débranche le soir, donc rechargement gratos, c'est toujours pas un avantage en nature. Attention, à partir du 1er janvier 2023. Pour l'instant, il y a une tolérance. Bon, parenthèse fermée. Et enfin, ce forfait mobilité durable, donc le mec il va à vélo jusqu'au métro, et puis il prend le métro. Et là, ou le bus, vous aviez l'obligation de rembourser 50% de l'abonnement en transport public. Ça, c'est pas nouveau, mais ça se cumulait en tout cas avec le gars qui allait à vélo. Après, alors là, attention, on a le cumul de tout. Hein. C'est voilà. Donc déjà, la condition en bas que vous avez en bas de la diapo, qui est, il est obligé de venir en bagnole, elle a pété. Pardon, je m'exprime un peu. Voilà, elle a sauté la condition. Donc il n'y a plus de conditions. Donc, le gars qui vient en bagnole parce qu'il trouve qu'il est mieux, vous pouvez pour tous vos salariés prévoir de prendre en charge, c'est pas une obligation, hein, de prendre en charge, de mettre en place une prime transport pour la prise en charge des frais d'utilisation de la bagnole. Bon, alors si c'est une voiture avec carburant, le montant que vous pouvez verser au titre de la prime transport, qui était de 200 euros par an, c'est pas par mois en fait, hein, je préfère le préciser, mais de 200 euros par an a été porté à 400, donc c'est quand même un doublement du montant, ça reste 400. Et le montant de la prise en charge des frais d'alimentation, véhicules électriques, etc., a été augmenté à 700 euros. Cela dit, si vous cumulez, alors je ne sais pas comment il fait, mais enfin bon, le gars qui vient en bagnole avec la trottinette, bon, c'est un peu ridicule mon histoire, mais vous pouvez cumuler la prime transport avec le forfait mobilité durable. Je suis sûre que dans votre tête, vous avez tous des idées de cumul. Moi, ça ne me vient pas, hein, le gars qui a la trottinette dans le coffre de la voiture, bon, enfin. Bref, en tout cas, le cumul est possible. Bon. Sachant que ce cumul forfait mobilité durable, lui, là, et prime transport, il est possible aussi. Alors, le forfait mobilité durable cumulé avec le remboursement abonnement au transport public, ça c'était déjà possible, hein, parce que si je reviens à la diapo d'avant, c'était possible. Forfait mobilité durable plus abonnement, ça c'était possible. Donc vous allez me dire quoi de nouveau à l'horizon. Alors déjà c'était 600 balles le maxi, c'est passé à 800. Donc vous pouvez aller jusqu'à 800 euros de prise en charge de... donc je rembourse le transport en commun. Alors là, reprenons le gars. Hein. Il va, il prend son bus et il prend, je ne sais pas trop si c'est autorisé, mais il met la trottinette dans le bus et il vient à l'entreprise en trottinette. Voilà, par exemple. 800. Possibilité de cumul du salarié qui part de chez lui en voiture et qui va au métro et qui du métro saute dans le métro et prend ensuite le bus. Donc il a l'abonnement de transport en commun, mais il avait la bagnole juste avant. Et ça, auparavant, c'était pas possible. C'était pas possible de lui verser des frais de carburant, donc la fameuse prime transport, plus le remboursement de l'abonnement au transport en commun. Maintenant, c'est possible. Alors, on voit pas bien sur la diapo, mais c'est un peu volontaire qu'on voit pas bien. Vous pouvez cumuler le remboursement de l'abonnement de transport en commun plus prime transport, c'est-à-dire carburant ou électrique, sauf que le 500 euros maxi,
n'est écrit nulle part. Je vous mets au défi de chercher. J'en parlais hier encore avec une personne qui travaille pour les éditions Francis Lefebvre. C'est écrit nulle part. Donc, pour justement les éditions Francis Lefebvre, c'est 500 € d'après eux, euh, parce qu'il n'y a pas eu de changement sur les limites. Donc, on reste sur des montants maxi qui étaient les anciens montants maxi. Et donc, le gars qui prend la bagnole, qui va au métro, qui vient au métro, chez vous en métro, vous remboursez le métro 50% minimum et vous pouvez éventuellement lui verser en plus une prime transport. Le tout, on pense, 500 €, sauf si le montant de l'abonnement excède 500 €, quel cas, ça serait dans la limite du montant, enfin, le montant. 50% de l'abonnement excéderait 500 €. Dans le cas présent, ça serait le montant réel des 50% de l'abonnement. Mais concernant le cumul abonnement plus prime transport, supposons que vous avez un abonnement à 400 €, la prise en charge patronale représenterait 400 €, vous n'avez de prime de transport que de marge de 100 €. À mon sens, enfin à mon sens, à mon avis, moi en tout cas, je n'ai pas trouvé de montant plus élevé. Le 800 € ne s'applique pas, pour moi, à la prime transport. Le 800 € s'applique à forfait mobilité durable, donc la trottinette dans le métro. Hein. Voilà. Là, c'est 800. Ça, c'est OK, c'est écrit partout, vous le trouverez, c'est nickel. Par contre, le bagnole métro, compliqué. Hein. Bon, si c'est clair, hein, ceux qui me connaissent, vous arrivez à suivre, les autres, je ne sais pas comment vous faites. Hein. Bref, donc, concernant le remboursement justement du bus, du métro, des transports en commun en tout cas, on est toujours sur une obligation de 50% de remboursement du prix de l'abonnement. Alors, les tickets à l'unité, ça ne marche pas. Cette exonération sociale et fiscale a été portée à 75%. À 75%. On n'a pas dit que c'était. Alors, non, pardon. L'obligation, je reprends, hein, l'obligation qui incombe à l'employeur, c'est de prendre en charge au moins, enfin, c'est de prendre en charge 50% de l'abonnement. Cette obligation existe toujours. Si l'employeur prenait en charge davantage, il y avait des conditions. Il ne fallait pas que le salarié habite, enfin, que l'éloignement du domicile du salarié par rapport au lieu de travail sur des convenances personnelles, etc. Mais en gros, il y avait une tolérance de l'URSSAF qui consistait à dire bon, allez, ok, tu rembourses 100% de l'abonnement, tu es obligé à 50, mais je te tolère une exonération. Si le gars il habite à 10 bornes de chez toi, il vient en bus, tu rembourses 100% de l'abonnement, ça marche. Donc, au niveau fiscal, cette exonération n'existait pas. Cette tolérance n'existait pas. On avait une exonération que dans la limite de 50%. Cette limite de 50% a été portée à 75% pour le social et le fiscal. Alors vous allez me dire quel est l'intérêt pour le social, puisqu'au social, il y avait déjà une tolérance. Vrai. Sauf que maintenant, la condition d'éloignement par rapport au domicile a sauté. Donc, la condition selon laquelle le salarié est éloigné pour des convenances personnelles, etc., cette condition a sauté. Bon, en gros. Bon, alors, pour faire court, si vous souhaitez prendre en charge plus d'abonnements que 50%, sachez que vous pouvez tranquillement jusqu'à 75%, tranquillement jusqu'à 75%, prendre en charge l'abonnement de vos salariés. L'obligation reste à 50%. Par contre, l'exonération a été portée à 75% du montant de l'abonnement. Pas évident à expliquer, surtout quand on va faire vite. Et après, on a effectivement des petits points qui ont été modifiés par la loi de finances rectificative. La part patronale des titres restaurants qui a été réévaluée au 1er septembre 2022, c'est-à-dire la valeur faciale, vous savez, c'est une chose, mais la part patronale doit être d'au moins 50% et d'au plus 60% de la valeur faciale. Le montant exonéré était de 5,69, il a été porté à 5,92. Le plafond journalier d'utilisation des titres resto, si vous regardez la télé, vous avez dû l'entendre en long, en large, en travers, ça a été relevé à 25 €. Bon, ça c'est presque des points de détail, hein, je passe vite parce que je regarde l'heure et je me dis si on veut être à l'heure, on n'y arrivera jamais. Je vois des questions à côté qui s'agitent. Alors là, moi, perso, j'ai toujours pas vu l'arrêté. Donc ça me fait un peu peur quand même parce qu'on est sur des dispositions qui devaient entrer en vigueur en septembre. Vous savez, quand vous remboursez les repas au restaurant pour vos salariés, que vous ne demandez pas les justifs. Alors, sans doute, vous n'êtes pas concerné. Pour les repas au restaurant, vous demandez souvent les justifs. Si vous n'avez pas les justifs, vous avez une exonération de fait par l'URSSAF qui, à partir du moment où vous pouvez justifier que le salarié ne pouvait pas faire autrement que d'aller au restaurant,
Vous étiez exonéré jusqu'à maintenant, jusqu'à 19,40. Cette exonération devait passer à 20,20 € au 1er septembre 2022. À ma connaissance, il n'y a pas l'arrêté qui est paru. Donc, on est en attente d'arrêté. Et là où c'est un peu plus problématique, c'est sur les repas, sur les chantiers, les paniers. Ils sont exonérés aujourd'hui jusqu'à 9,50 €. Alors, peut-être quelqu'un a vu l'arrêté, hein. C'est peut-être moi qui ai pas fait une veille très aiguisée. Mais si quelqu'un a vu l'arrêté, vous me le dites, je suis preneuse. Les repas en dehors, donc sur les chantiers, sont exonérés jusqu'à 9,50 €. Cette valeur devait être portée à 9,90 € d'exonération. Donc pour ceux qui le font, vous le savez, vous avez un montant exonéré de montant de panier et le montant versé, qui souvent conventionnel est plus élevé, va passer en brut du bulletin puisque c'est la limite d'exonération est de 9,50 € et si vous versez plus, le montant qui dépasse est assujetti à cotisation. Ce montant de 9,50 € devait être porté à 9,90 €. À ma connaissance, il n'y a pas l'arrêté. Donc pour l'instant, on est toujours sur 9,50 €. Voilà, j'ai laissé la diapo, j'ai hésité, je me suis dit, ça sert à rien de parler de trucs qui ne sont pas en vigueur, mais on ne sait jamais, il est probable que c'est moi qui n'ai pas vu l'arrêté. En tout cas, sachez que normalement, on devrait pouvoir exonérer un tout petit peu plus les frais de repas. Voilà. Ouais. Bon, écoute, merci Nathalie. Merci pour cette présentation, c'était très complet comme d'habitude. On enverra le support de ta présentation à tous les participants. Et puis, on vous donne rendez-vous à la prochaine Web Actu ou matinée pour ceux qui sont sur l'Occitanie. Merci à tous.